Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau top 15 perso qui fait suite donc à celui du mois précédent où j'avais donc listé les 15 films que les gens détestaient et que moi je trouvais acceptables au moins, voire bien sans plus. Et voilà, c'était intéressant pour moi de dire ce qui faisait que des fois mon opinion différait de la masse. C'est bien d'appuyer ces moments-là pour jauger une personne, parce que dire qu'on adore tel film populaire ou qu'on déteste tel film détesté, ça renseigne pas beaucoup sur la personne. Voilà. Hein, ça veut pas dire qu'on ne devrait pas être fier de détester un truc que tout le monde déteste ou d'aimer un truc que tout le monde adore. Hein. Bien sûr que non. Hein. Vous pouvez être content de vous pour ça. J'adore le Seigneur des Anneaux, la trilogie du Seigneur des Anneaux, comme à peu près tout le monde. Voilà. Je déteste Dragon Ball Evolution comme à peu près tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire, hein? Et il y a beaucoup d'autres cas où je suis l'avis populaire, hein? Il n'y a pas à avoir honte de ça. Mais c'est juste que c'est ces moments qui nous démarquent le plus, quoi. Lorsqu'on ne suit pas l'avis populaire, lorsqu'on trouve que c'est pas si génial que ça, tel truc qui est adoré par la masse, ou lorsqu'on trouve que c'est pas si mauvais que ça, un truc qui est détesté par la masse. Et voilà, c'est un peu ce que je voulais appuyer dans ces deux top 15 persos que je vous sors dans ces 2 derniers mois. Et c'est un petit peu ce que je vais poursuivre en listant les films que tout le monde adore, mais pas moi. Alors, ça va être un cas à nouveau un peu particulier parce que comme pour le mois précédent, je vais pas juste aller à fond dans les films que j'adore et que tout le monde déteste, parce que y en a pas des masses, genre aucun même, parce que ouais, lorsque tout le monde déteste quelque chose, souvent ça part de quelque chose d'assez logique. Je veux dire, je vois pour la plupart de ces films pourquoi les gens n'aimeraient pas, pourquoi on n'aimerait pas ça. Hein, la plupart des films, à 2-3 exceptions près, j'ai listé dans mon top 15 perso du mois précédent, je comprends pourquoi les gens n'aiment pas. Hein. Mais c'est juste que, à un moment donné, je trouve que c'est un peu exagéré. Cette espèce de haine à pousser à fond pour ces films-là. Et là, ça va être pareil. Il n'y a aucun film qui soit vraiment adoré par les masses. Je dis bien adoré, pas juste apprécié globalement, mais quand même, il y a un noyau de personnes assez important qui trouvent que c'est pas génial ou que c'est un peu mauvais. Je parle des films vraiment adorés par les masses, que je trouve vraiment mauvais. Vraiment, il y en a quelques-uns donc qui seront au sommet de cette liste. Mais vraiment, quand je m'y penche, quand je regarde un petit peu tel ou tel film que j'aime pas et qui est globalement apprécié, je me rends compte quand même que parmi ces films, il y a beaucoup d'exemples où ça a beau être globalement apprécié, ouais, il y a quand même un noyau important de gens qui trouvent que c'est pas fameux, voire mauvais. J'en sais rien, Batman v Superman, si on regarde rapidement le truc, sur Allociné, sur beaucoup de sites, c'est considéré comme bien par les gens. Seulement, il y a un noyau important de gens qui trouvent que c'est pas bon. Donc je suis avec eux, ces gens-là, donc je peux pas dire que c'est un film adoré, mais pas par moi, parce que c'est pas le cas, quoi. Il est pas adoré. Il y a un noyau important de gens qui aiment pas. Seulement, il y a une partie plus importante de gens qui adorent ce film. Et qui ont tendance, je pense, un peu à surcompenser en disant que c'est génial en mettant 20 sur 20, ce genre de truc, quoi. Pour bien appuyer que, ah non, il est pas si mal que ça, allez, je mets 20 sur 20 pour rehausser la moyenne. Beaucoup de gens font ça. Après, ça se fait dans l'autre sens aussi, hein. Vous savez, hein, beaucoup de gens trouvent qu'il y a, ah, mais c'est beaucoup trop bien noté, allez, je mets 0 sur 20, baisser la moyenne. Ce genre de truc. Et étant donné qu'il y a une plus vaste majorité de gens qui apprécient que de gens qui aiment pas, et bien entendu, il y aura plus de gens pour surnoter que de gens pour sous-noter. Vous voyez, il y a ça aussi à prendre en compte, je pense. En tout cas, ouais, il y a beaucoup d'exemples comme ça que je pourrais citer. Où j'ai l'impression qu'on a tendance un petit peu à exagérer le fait que ah, c'est adoré par tout le monde mais moi je déteste, ou c'est détesté par tout le monde mais moi j'adore, enfin moi j'aime. Genre il y a des gens qui trouvent que ah, les gens aiment pas la prélogie Star Wars mais moi j'aime bien sincèrement. Ok. Il y a beaucoup de gens sur le net qui vont dire que la prélogie est ratée pour telle ou telle raison, mais il y a énormément de gens qui trouvent que c'est pas mal, voire très bon. Arrêtez de dire « Oh, je suis dans la minorité, je suis... je suis martyrisé par ces gens qui disent que c'est pas bien, alors que non, merde !» Faites gaffe, regardez un petit peu autour de vous et cherchez l'opinion des gens. Les gens trouvent que c'est bien la prélogie Star Wars en règle générale. C'est juste qu'il y a une minorité assez notable, surtout de la part de critiques un peu pro, entre guillemets, c'est toujours un peu particulier à définir ça, qui trouvent que c'est un peu... que c'est
pas super réussi et qui a pas mal de choses à redire. Et je suis relativement d'accord avec ces gens-là au passage, hein. Seulement, je trouve que ce qui réussit superficiellement, ce film, c'est plutôt bien fait. Seulement, je vais pas aller défendre ce film comme un film que les gens détestent et que moi j'aime bien, parce que faut arrêter les conneries, quoi. La plupart des gens aiment ce film. Et pareil, dans l'autre sens, quoi, il y a des gens qui viendront dire que, j'en sais rien, moi, Avatar de James Cameron est un film adoré par les gens que moi je déteste. Ok. Les gens n'adorent pas ce film, il est bien vu globalement, hein, mais sérieusement, les gens n'adorent pas ce film. Il y a un noyau important de gens qui disent que c'est un film banal, classique, voire même que c'est un film plat, sans intérêt. Je suis pas d'accord avec ça. Honnêtement, je trouve que ce film est bien, mais c'est pas un film adoré par les masses, etc. Donc j'ai essayé de faire en sorte, par rapport à ce que j'ai vu sur le net, par rapport à mon expérience, si ça se trouve, j'ai pas été sur les bons sites, etc., pour déterminer quels sont les films vraiment adorés par les gens, à quelques rares exceptions près, il y en a bien entendu, et que je trouve juste correct au maximum. Et en prenant en compte tout ça, je me suis fait un top 14. Ouais, il me manquait un, donc j'ai dû faire un cas un peu particulier à la fin de cette liste, un peu en lien avec Disney, mais pas totalement de mon point de vue, enfin vous verrez ça quand ça viendra. Voilà, c'est un peu le truc, quoi. Il n'y a pas énormément de jeux, de films totalement adorés par les gens que je trouve juste corrects, sans plus, voire moins. Vraiment, c'est très difficile à jauger par rapport donc à l'opinion globale que j'ai observée, quoi. C'est particulier, donc gardez bien ça en tête. J'ai dû donc faire un cas un peu particulier pour le numéro 15 que vous verrez dans pas très longtemps, parce que j'aime bien faire des top 15. C'est un peu carré ça, voilà. Sinon, quoi, avant de commencer, j'aimerais parler de cas particuliers qui ne seront pas dans cette liste, parce que c'est moi, parce que c'est un peu aussi l'opinion française qu'il faut prendre en compte à certains moments donnés, et s'en détacher un peu parfois, donc je parle rapidement de ça. Je ne ferai aucun film de gangster ou de mafia, parce que c'est pas du tout mon truc. Voilà, mais genre pas du tout. Ça me parle pas, je n'aime pas suivre ce genre de personnes. J'ai dû voir un ou deux films comme ça, ils m'ont pas marqué du tout, genre Le Parrain et je sais plus trop quel film, hein, mais bon, c'est des films connus, quoi. Et si ces films ultra populaires parmi les gens ne m'agrippent pas du tout, c'est que c'est un genre qui est pas du tout pour moi, vous voyez. Donc je trouve que ça vaut pas trop la peine de se pencher là-dessus, simplement pour dire « Ah, j'aime pas ce genre, quoi ». Voilà, et ensuite je vais pas parler de deux réalisateurs en particulier, même si je pense qu'il y aurait moyen de faire une liste rien que sur les films que j'aime pas d'eux, c'est-à-dire les Wachowski et Shyamalan. Je ne traiterai aucun de ces films dans ce top 15, même s'il y a clairement des films qui sont un peu adorés par leurs fans, que je trouve médiocres, voire mauvais, mais c'est des cas tellement particuliers, quoi. Ils ont un noyau de fans tellement bruyant en France, ceux-là, que je sais même pas, je suis même pas sûr d'à quel point on les adore ou pas en France. Tellement les gens qui sont fans de ces réalisateurs-là ont envie de gueuler leur génie à tout le monde, quoi. Mais bon, leurs films sont en général considérés comme des putains de chefs-d'œuvre à chaque fois qu'ils sortent, mais tous leurs films, quoi, hein, sans exception aucune. Donc ouais, il y a certains de leurs films que j'aime bien, certains de leurs films que j'aime moins, que je trouve corrects sans plus, certains que j'aime pas, et ouais, je pourrais me pencher là-dessus, mais honnêtement, je vois pas trop l'intérêt, puisque c'est seulement en France qu'on voue un culte sans borne à ces réalisateurs, là où, honnêtement, je rejoins plus l'avis global des USA, qui disent que certains de leurs films sont bien, et certains de leurs films sont médiocres. Donc voilà, je suis pas l'avis populaire français, mais je suis l'avis populaire américain à ce niveau-là, donc je les mets pas dans ma liste, quoi. En tous les cas, Philippe Bavassé à ce point, on se lance quand même dans le top 15 pour ceux que ça intéresse au bout d'un moment. C'est parti pour les 15 films que tout le monde adore, mais pas moi. Numéro 15, c'est un film adoré du Marvel Cinematic Universe. Alors ouais, c'est le cas particulier.
Sachant qu'au passage, oui j'en ai pas parlé, mais je ne traite pas non plus de certains films animés Disney qui sont adorés, mais que moi je trouve seulement corrects, voire moyens, parce qu'il y en a quelques-uns, j'en ai déjà traité dans mes Disney films, je vais pas me pencher là-dessus en détail. Voilà, hein, c'est histoire de dire, mais bon, les Marvel c'est un cas particulier, parce que c'est pas des films animés que je compte traiter en Disney film à un moment donné, donc voilà, et ouais, j'avais besoin d'un numéro 15. Oui, il y a quelques-uns des films qui sont un peu trop considérés, vus un peu trop en haute estime pour moi, et que je trouve juste correct, voire un peu mauvais. Sachant que ouais, techniquement il n'y en a qu'un seul que je considère comme mauvais, j'y viendrai à la fin. En tout cas, ouais, les deux exemples les plus parlants pour moi qui sont les films assez injustement acclamés par les gens, c'est d'une part les Gardiens de la Galaxie 2. Alors je trouve, en titre personnel, que c'est une baisse de régime par rapport au premier, qui déjà n'était pas aussi génialissime que les gens le clamaient, je trouve, à titre personnel. Mais ouais, ça a mélangé de façon totalement foireuse le sérieux et le ridicule, ce qui fait qu'au bout d'un moment, moi j'étais pas du tout pris dans le sérieux que vous vouliez mettre en place. Hein. La relation entre Gamora et sa sœur... au bout d'un moment, je me dis, ouais, on sent qu'il voulait mettre en avant la sœur de Gamora, j'ai oublié son nom sur le coup là, pour la mettre du côté des gentils, parce que si elle avait marqué les fans dans le premier film. Donc on forçait cette espèce de passage du côté du bien, c'était ridicule. Ce moment où elle nouait un lien à la fin, alors que durant tout le film ça a été traité presque en blague ce conflit je trouve. Et énormément de trucs ont été traités en blague. Le lien entre Star-Lord et son père commence à évoluer. Certains retournements, comment ils sont mis en place, j'ai trouvé ça con je trouve. Et tellement dans ce besoin de faire du gag, de faire de la légèreté, parce que c'est le truc des Gardiens de la Galaxie, ça rabaissait totalement les conflits que vous vouliez mettre en place, le conflit sérieux que vous vouliez mettre en place là-dessus. Sérieusement, le moment où il y a cette grande révélation sur ce qui s'est passé avec sa mère, hein, je vais pas vous dévoiler ça pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tellement grossier la façon dont c'est amené, tellement grossier, ridicule, on est censé être touché par ça, c'est une blague comment c'est amené, et c'est ça le truc. Quand ce film veut être sérieux, ça se mélange très mal au côté gaguesque quasi automatique que vous prenez à chaque scène. Ce qui fait que honnêtement je suis pas pris dedans quoi. Dans le premier film Les Gardiens de la Galaxie, je trouvais que le mélange se faisait un peu mieux, même si c'était pas non plus génialissime, je suis loin de trouver que c'est un film extraordinaire Les Gardiens de la Galaxie. C'est pas mal hein, c'est sympa à regarder hein. J'ai passé un bon petit moment en le voyant mais je suis loin de trouver que c'était un film génialissime. Là, celui-là, je trouve que ça a moins fait son mélange et les moments sérieux qu'on veut mettre en place honnêtement sont totalement désagrégés par les moments comiques. Après, c'est un film correct. Je veux dire, pas mal de moments gag passent, l'action est fun. Les moments sérieux que vous voulez instaurer, ils me passent par-dessus la tête, sérieusement. Ça me passe totalement par-dessus la tête. Mais surtout, le gros morceau pour moi, c'est Thor Ragnarok, le troisième film considéré comme le meilleur de la trilogie Thor par les fans, et c'est le pire pour moi. C'est le seul film du MCU que je n'apprécie pas de regarder clairement, quoi. Je veux dire, beaucoup de gens viennent cracher sur les films Ant-Man. C'est genre les seuls films du MCU qui ont droit à leur dose de critique avec Captain Marvel, hein, récemment. Mais voilà, je trouve que ce sont des films pas trop mal, corrects, mais bon, les gens sont plus ou moins d'accord avec moi concernant Ant-Man. Par contre... Thor Ragnarok, c'est génial. Alors que quoi, il y a un début de quelque chose au début du film, ça se conclut sur une note intéressante à la fin, et les trois quarts centraux, c'est de la merde. C'est du gag pourri autour de nos personnages qui doivent arriver à retourner dans le monde de Thor de façon, mais alors pas du tout crédible et complètement gaguesque, guignolesque presque,
que je trouve pas drôle du tout. Cette façon de remettre en avant Hulk comme par hasardesque, grossière, j'ai pas du tout été convaincu. Les gags sur la virilité toxique à la con de Thor, c'était beauf à un stade. Il y a certaines références, mais ouais, on pouvait pas nous les marteler plus à la gueule, quoi. Par exemple, donc, lorsque Thor retrouve Hulk, qu'il essaye de le calmer, il se fait défoncer la gueule, comme Loki s'est fait défoncer la gueule dans le film Avengers. Alors déjà, en soi, je trouve pas que ce soit très intelligent, mais en plus de ça, Loki observe et se dit « Ah, c'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est drôle !» Histoire que le spectateur complètement con qui n'ait pas remarqué la référence se dise « Ah ouais, c'est vrai !» Cette blague est naze, il y a énormément de blagues nazes pourries autour de ce système, de cette grosse parenthèse que vivent Thor et Loki, que je trouve complètement naze, et ça occupe les 3/4 du film. C'est pas rien ça, c'est 3/4 du putain de film ça. La relation entre Loki et Thor, j'ai arrêté d'en avoir un tant soit peu quoi que ce soit à foutre, puisque on se trahit mais au bout du compte on est frères, on est quand même proches, etc. Ils font ça 3/4 fois au sein du film, merde. Il y a un passage où Loki, avant de se barrer, essaye de piéger Thor, mais Thor a compris ça et le piège à son tour. Mais après coup, Loki finit quand même par le suivre, et il est gentil avec lui à la fin, quoi. C'était quoi le délire? Pourquoi vous avez fait ça? Ça servait à quoi? Que dalle! Énormément de passages complètement débiles dans ce film. Juste pour cette espèce de dynamique comique de merde. Non, c'est pour moi le pire film. MCU a mal mélangé son humour à son propos qui essaye d'être sérieux, parce que ça essaye d'être sérieux, quoi. Il y a la fin de... merde, j'ai oublié le nom de... La fin du Valhalla, c'est ça. Il y a la fin du Valhalla qui doit se mettre en place, et il y a quelque chose d'intelligent par rapport à ça. À nouveau, le tout début, et la conclusion de fin, j'ai grandement apprécié. Seulement, voilà... Si ça avait été mieux amené, si on avait c'était vraiment centré là-dessus, mais totalement, j'aurais été pour. Mais c'est pas le cas. On a passé notre temps à se centrer sur des conneries. Et ouais, c'est... le fait que les gens disent que c'est un film génial, ça me sidère, je ne cache pas. Il y a quelques personnes quand même qui sont allées dire que c'était quand même pas génial. Mais c'est souvent les gens qui sont des anti-MCU presque, qui en ont marre de cette formule et qui trouvent que une bonne partie de leurs films maintenant sont assez inintéressant. Il y a beaucoup de gens qui sont me dire que c'était un film super. Et pour moi, c'est le pire de la trilogie. Hein, je préfère le deuxième film, même s'il est plat et pas super mémorable, au moins il m'énerve pas ce film-là. Voilà, c'est dit, et à nouveau, c'est pas comme si c'était des films qui étaient adorés par les masses complètement, mais voilà, j'avais besoin d'un numéro 15. Halloween de Carpenter, un classique, le film d'horreur, et ouais... ça m'a pas grandement marqué. Alors j'imagine que j'ai découvert ce film assez tardivement. Parce que voilà, je me suis intéressé aux films d'horreur un peu plus récents de mon époque, des années 90, fin 90 et début 2000. Et donc ouais, c'est pas un des premiers films que je me suis vu. Mais fut un temps, il y a une dizaine d'années de ça, je me suis dit tiens, je vais quand même rattraper mes lacunes en matière de films d'horreur classiques en me revoyant les Vendredi 13, les... Halloween et les Griffes de la Nuit. Freddy, les Griffes de la Nuit. Je veux quand même que je me vois ces franchises-là. Et donc je me suis donné comme but de suivre toutes ces franchises de films sans les remakes, bien sûr, parce que j'en ai rien à foutre des remakes. Donc voilà, j'ai suivi les films Vendredi 13, Freddy et Halloween. Et dans le premier opus, celui à m'avoir le moins marqué, c'était Halloween. Vraiment. Celui de Vendredi 13 était déjà limite un peu, je trouve aussi. Hein. Mais Vendredi 13 n'est pas aussi considéré comme un grand classique, intouchable, etc. Contrairement à Halloween, parce que c'est John Carpenter. Lui aussi, hein, ça fait partie de ce genre de réalisateurs intouchables, quoi. Tout ce qu'ils font, c'est de l'or. Tout ce qu'ils touchent, c'est de l'or. C'est intouchable, c'est génial. Il n'y a rien à redire. Eh ben, je trouvais ça plat. Voilà. J'ai pas accroché aux méchants parce que c'est juste une espèce d'entité à la con, sans personnalité, assez chiant. Alors qu'au moins on donnait un passé un tout petit peu prenant à Freddy et à Jason. Lui, honnêtement, j'en ai rien à foutre, c'est juste un psychopathe
qui est là. Le début est plutôt prenant. Je reconnais que le premier plan est assez fort. Mais une fois qu'on a passé ça, c'est juste un psychopathe qui veut tuer des gens, qui... J'ai rien vu de grandement marquant dans la mise en scène, dans la façon dont les choses se résolvent, etc., etc. À part le mec qui vient nous raconter comme ça. Ah, c'est un psychopathe, j'ai vu ça dans ses yeux, tout ça, l'espèce de psychologue qui l'a suivi. C'est tout. Je trouve pas que ce soit de la grande narration, personnellement. Et globalement, ouais, j'ai suivi un film d'horreur lambda pour moi, où les morts se suivaient de façon assez correcte. Je veux dire, rien n'était transcendant, ça se suivait comme ça, quoi. Petit film correct, mais honnêtement, c'est pas un film d'horreur qui m'aura grandement marqué, qui représentera un grand échelon du genre. Même si je suis sûr que ce doit être un film qui a su marquer pas mal de bases, il a su poser beaucoup de bases. Mais bon, j'ai dû voir pas mal de films qui ont évolué avec ces bases et qui m'ont mieux marqué que ça, à titre personnel. Donc, voilà. Il m'a pas grandement marqué celui-là. Il reste correct, hein, j'ai pas non plus passé un mauvais moment à le voir, mais c'est pas un grand film pour moi. Numéro 13, Django Unchained. Et ouais, on passe de John Carpenter à Quentin Tarantino. Je vais me foutre à dos tous les aficionados du cinéma de genre, hein, je pense. Mais ouais. Je trouve, une fois de plus, j'en ai déjà parlé de Quentin Tarantino, que c'est quelqu'un qui met vraiment tout son cœur à l'ouvrage, mais qui ne réfléchit pas trop à la cohérence des histoires qu'il fait passer, quoi. La cohérence globale, j'ai jamais été grandement pris dedans dans tous ses films, presque. Hein. Je pense que le pire exemple pour moi, croyez-le ou non, c'est pas Django Unchained, mais Kill Bill 2, où c'était une suite mal réfléchie à Kill Bill 1 qui voulait tellement partir dans différents genres pour appuyer tel ou tel truc que ça a donné un récit global pas super prenant, honnêtement. Mais voilà, il voulait partir dans tellement de références à énormément de trucs qu'au bout d'un moment, non. Le premier film, ça savait mieux manier ça. N'empêche que ouais, Kill Bill 2, c'est pas non plus un film qui est vénéré par les masses, quoi. Les gens apprécient parce que bon, c'est un Tarantino, donc tout le monde adore, mais voilà, Django Unchained, c'est quasiment vu comme son meilleur film, presque, par les gens. En tout cas, quand je regarde sur Allociné, c'est le plus noté, hein. Et ouais, je trouve ça tellement abusé. Voilà, les films de Tarantino, comme je le dis en règle générale, ça, c'est souvent autour du pas mal, quoi. C'est rarement en dessous du pas mal, et rarement au-dessus non plus, parce que voilà, la cohésion globale, la cohésion du récit dans sa globalité, c'est super important pour moi, et il y pense jamais. C'est vraiment, hein, je pourrais vous passer en revue tous les trucs qui vont pas en termes de cohésion globale dans chacun de ces films, hein. Sérieusement. N'empêche que le pire pour moi, le moins réussi du lot à ce niveau-là, pour moi, c'est Django Unchained, que je trouve pas mal, je le trouve juste correct. Parce que je trouve tellement grossier, non seulement dans sa cohésion globale une fois de plus, voilà, j'ai fait tout un petit laïus sur un passage à la fin du film, dans ma critique de Merlin l'Enchanteur, j'en reparle rapidement, mais à la fin, cette espèce de façon ultra forcée d'amener votre quatrième acte, c'est pas crédible une seule putain de seconde, hein. Pas une seule putain de seconde, c'est ridicule la façon dont c'est amené. Mais c'est pour amener un quatrième acte. Voilà, il y a besoin de ce quatrième acte parce que Quentin Tarantino en a envie, et donc je force toutes ces conneries de façon à changer cette situation, quoi, à permettre ce quatrième acte, et je trouve ça ridicule, quoi. T'es très bené en termes d'écriture. Voilà, déjà ça, hein, c'est déjà assez gros, mais bon, je pense que ce qui baisse un tout petit peu ce film, c'est la grossièreté de son propos. Parce que, ouais, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est à une époque où l'esclavagisme, c'est chose courante, et donc on va vraiment totalement appuyer ça, mais de façon ultra basique. Genre tout le monde traite les noirs de nègres. Oh, un nègre n'a pas sa place avec les maîtres, tout ça, gna 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 gna. On n'arrête pas de le dire tout le temps, quoi. Il a une espèce de fascination avec ce terme, Quentin Tarantino. Au moment où j'ai sorti cette vidéo, devrait y avoir son film récent qui est sorti, je suis sûr qu'il a dû trouver un moyen de faire en sorte que Samuel L. Jackson soit dedans, parce qu'il adore Samuel L. Jackson, et qu'il dise nègre à un moment donné. Ça c'est son truc, quoi. Faire dire nègre à Samuel L. Jackson dans un de ses films.
J'ai pas vu, Once Upon a Time in Hollywood, donc si ça se trouve, je dis des conneries, mais ça me surprendrait pas une seule seconde qu'il y ait une scène comme ça, un moment où Samuel L. Jackson dit nègre, d'une certaine façon. Excusez-moi. Ouais, voilà, c'est juste que le propos était grossier. Voilà, était grossièrement appuyé à fond dans ce film. Et oui, vous voulez appuyer qu'il y a eu une période où l'esclavagisme c'était chose courante et ouais, c'était super raciste. Je m'en rends bien compte. Appuyé comme ça, je trouve que ça amenuise grandement ce que vous voulez faire passer. Mais c'est le truc avec Quentin Tarantino, il est dans la démesure souvent, et cette démesure, je trouve qu'elle n'est pas toujours à son avantage. Et je pense que c'est le pire exemple dans Django Unchained pour moi. Ça reste un film que j'ai pris un peu de plaisir à voir, à nouveau il est correct, mais ouais, ça me sidère un peu qu'on le considère comme l'un des meilleurs de Tarantino, que ce soit le plus noté sur Allociné et sur d'autres sites d'ailleurs. C'est un peu surprenant pour moi. Numéro 12, E.T. l'extraterrestre. Ouais, un classique des années 80 de Steven Spielberg, et celui que j'aime le moins, je pense. Je suis tellement pas pris dedans. À nouveau, c'est pas un genre qui me parle beaucoup, le genre je recueille une créature un peu spéciale, mystique, etc. et je dois le cacher à mes parents, tout ça. C'est un peu le film à avoir popularisé le genre, et c'est peut-être pour ça que j'ai un peu plus de mal avec celui-là que pour d'autres. Et ouais, globalement, ce film m'a tellement pas marqué. Les personnages enfants, je les ai vite oubliés, honnêtement. Je les ai pas trouvés particulièrement intéressants. Je trouve que E.T. a pris un sale coup de vieux. Ah, sérieusement, quand on regarde ça maintenant, je trouve que oui, on aurait pu faire beaucoup mieux. C'est le genre de truc qui mériterait presque un remake, vous voyez. J'exagère, le faites pas, hein, si vous jugez pas ça utile, mais ouais. Et ouais, cette espèce de référence du vélo qui vole devant la lune, tout ça, c'est à peu près la seule chose qui m'aura un petit peu marqué. Sinon, le reste, c'était assez basique. J'ai pas senti grand chose. Je dis basique dans le sens où c'était pas mis en scène de façon grandement marquante. Mais oui, les idées sont pas non plus anodines et surtiennent un petit peu. Mais dans la mise en scène, dans le jeu des acteurs, tout ça, c'était très basique. J'ai pas ressenti grand chose, honnêtement. Et honnêtement, ça m'a pas marqué, quoi. C'est un film qui passait sans plus pour moi et que je compte pas me revoir, que je trouve pas mémorable et qui a mis en place, qui a popularisé une formule qui pour moi est pas ouf. Donc ouais, c'est pas génial comme film, même si je dis pas que c'est mauvais, mais pas génial non plus, quoi. Numéro 11, Slumdog Millionnaire, le film de Bollywood qui doit être le plus connu par chez nous, j'imagine, et sans doute celui que j'ai vu que j'ai trouvé le moins intéressant. Alors j'ai vu 2-3 films de Bollywood lorsque j'ai une classe de ciné, je sais plus comment on appelle ça, cinéma audiovisuel au lycée, donc il y a eu quelques films de Bollywood qu'on m'a fait voir, et ils étaient plutôt sympas, et le seul que j'ai vu indépendamment de ça, ça a été Slumdog Millionnaire, et j'ai le sentiment que les gens étaient tellement soufflés par le concept d'une histoire qui se fait en parallèle à qui veut gagner des millions qu'ils ont pas fait gaffe au reste, je sais pas trop, parce que honnêtement, je trouve pas que ce soit si intelligent que ça, quoi. Si on nommait le concept et qu'on se centre vraiment sur l'histoire que ça raconte, c'est juste quelqu'un qui perd son amour d'enfance et qui, après un tas d'aventures à la con, finira par avoir un moyen de la retrouver, quoi. Et j'ai vu 1000 fois mieux à ce niveau-là en termes d'histoire d'amour. Honnêtement, la façon dont on incorpore qui veut gagner des millions, j'ai pas trouvé ça très intelligemment fait. Déjà parce que, ouais, on dit, c'est ça un petit peu le concept, ce qu'il a vécu, c'est ça qui lui donne les connaissances pour répondre aux questions. Seulement, la plupart des trucs qui sont mis en place, j'ai trouvé que c'était un petit peu forcé pour ça, et ouais, il répond à quoi? 4-5 questions en tout et pour tout, quoi. Ah, voilà 4 ou 5 trucs qui m'ont marqué. Il faut répondre à 5 questions pour avoir 1 million, apparemment, dans le qui veut gagner des millions d'Inde, semble-t-il. J'ai pas trouvé ça très marqué, quoi. Si vous aviez vraiment marqué ça, ça aurait été intéressant, mais ça n'a pas été grandement marqué. C'est vraiment dommage, quoi. Donc, ça m'a pas super touché par rapport à ça, quoi. Et la seule chose de vraiment notable que j'ai trouvé intéressante, c'est
ce qu'on a voulu mettre en place autour du présentateur de Qui veut gagner des millions, où en fin de compte, il n'a pas envie qu'il gagne parce que c'est un moins que rien qui vient de nulle part et il veut pas qu'il gagne. Seulement, il doit donner bonne figure, quoi. Rester l'être très posé et gentil, quoi, qu'il affiche lorsqu'il présente l'émission. Seulement, lorsqu'on le voit, lorsqu'il présente pas l'émission, ça l'énerve qu'il gagne. Vous voyez, c'est assez marrant, ça. C'est très intelligent, cette partie-là. C'est la seule chose que j'ai trouvé intéressante. Le reste, c'était basique. Le lien avec Qui veut gagner des millions, je n'ai pas trouvé si poussé que ça, honnêtement. Vraiment. J'ai pas été grandement pris dedans. Ça se suivait sans plus, quoi. À nouveau, un film correct que je trouve surclassé. Numéro 10, Deadpool. Ouais, un film que je trouve correct sans plus. Honnêtement, une fois qu'on a passé le gimmick assez marrant, j'ai conscience que je suis un personnage, donc je me permets de faire des trucs un peu crades, etc., etc. Tellement basique et pas particulièrement intéressant ce que ça raconte. C'est juste, j'ai pris une mauvaise décision, ma copine se fait enlever, notre lien va avoir du mal à se mettre en place, il faut que je fonce la sauver, tout ça. Très basique film d'action, basique sans grand intérêt, et j'ai vraiment l'impression que le gimmick donc de Deadpool qui est facétieux et qui n'hésite pas à dire des blagues un peu crues et à parler un petit peu à la caméra rapidement 2-3 fois, ce qui n'est pas grandement appuyé je trouve dans ce film. Voilà. Il le fait à 3-4 reprises, ce qui aurait pu être plus fréquent je trouve. Je trouve que ça sert surtout de cache-misère presque, j'exagère un petit peu, de cache-misère pour l'histoire sans intérêt que ça raconte. Parce que l'histoire que ça raconte, c'est sans intérêt. Après, ouais, j'apprécie le gimmick de base, hein. Je trouve que c'est plutôt marrant à certains moments, Deadpool peut être un peu marrant en soi, mais ça excuse pas l'histoire, ça excuse pas les développements ultra prévisibles et sans grand intérêt. Si on vire le fait que c'est Deadpool et qu'il a sa petite personnalité à lui, ses trucs à lui, c'est un film très moyen. Il sert à agrémenter le film avec sa personnalité et tout, ce qui fait que ça en fait un film plus que moyen, c'est un film correct, mais je trouve qu'il vaut vraiment pas l'espèce d'engouement ultra prononcé qu'il a eu. Après, j'ai pas vu le deuxième film, peut-être que le deuxième film arrange ça et fait quelque chose de mieux. De ce que j'en ai entendu parler, ça a l'air quand même d'être un scénario un peu plus recherché. En tout cas, le premier film m'a pas particulièrement donné envie de suivre en détail les aventures de ce personnage. Numéro 9, La forme de l'eau. Eh ouais, un film de Guillermo del Toro. J'adore m'attaquer aux réalisateurs super célèbres. À nouveau, oui, souvent un film célèbre, populaire parmi les gens, c'est souvent fait par un réalisateur populaire. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, ouais, c'est un film qui a été acclamé par la critique, les gens l'ont adoré, il a reçu des tas d'Oscars, tout ça. Ouais, correct sans plus pour moi. Je trouve qu'une fois qu'on a passé l'ambiance un peu particulière à la Jean-Pierre Jeunet, parce que tout le monde dit que ça a piqué l'ambiance à la Jean-Pierre Jeunet, c'est vrai, on reconnaît un petit peu cette patte-là, une fois qu'on a sauté un peu cette ambiance, je trouve pas que ce soit très fin comme film. Vraiment. La relation entre cette femme et cette espèce de forme de vie aquatique, qu'il a clairement repris de Hellboy, c'est clairement le même... le même gars que dans Hellboy. Je sais même pas si ça se trouve, c'est censé faire un lien avec Hellboy. C'est le même que le gars de Hellboy. C'est pas impossible. En tout cas, ouais, cette histoire d'amour là, je la trouve assez rapide. Pas super touchante parce que, ouais, une fois qu'on a vu, qu'on a passé le côté sexe interespèce, c'est très, on parle pas, etc. Ouais, ça marque pas quoi. Surtout que ça va vite. Cette espèce de lien se fait vite parce qu'elles ont quelques petits moments et tout d'un coup elle se dit tiens, faut que je sauve, faut que je couche avec lui, tout ça. Et beaucoup de choses vont vite pour moi là-dedans, dans pas mal de relations, de choses qui se mettent en place. On veut tellement appuyer la façon dont certaines personnes sont mal considérées dans cette société d'antan, que c'en est à nouveau grossier pour moi. C'est un peu comme pour Django Unchained, mais de façon un peu différente quand même, parce que voilà, on vit dans une société, je sais plus que les années 20, 30, un truc comme ça. Enfin bon, ça date un petit peu, et
on doit bien dire que certaines classes sociales sont mal considérées. Et que, les gens ont cette mentalité de merde. Et on le fait de façon, mais très rentre-dedans. Ce qui n'apporte honnêtement pas grand chose, à part pour dire cette espèce d'homme-poisson, c'est un mal vu parce qu'il est différent des autres. Nous aussi on est différent des autres, on est mal vu, il faut qu'on l'aide. Mais qu'est-ce que c'est subtil et fin. Je trouve pas ça fin quoi. C'est tellement direct en pleine gueule la façon dont c'est dit. Et ouais, le grand méchant contre qui il faut lutter, tout ça, il est tellement... Genre, vous cuisinez, vous faites la vaisselle, c'est là qu'est la place de la femme. Je suis un gros beauf des années 30. C'est pas subtil pour un sou, je trouve, le propos. Et ouais, je suis bombardé de trucs super grossiers, avec une histoire qui avance à un rythme que je trouve honnêtement pas très réussi. Et oui, ça aide pas. Même si j'avoue avoir apprécié l'ambiance, plusieurs moments entre personnages, et les effets spéciaux sur le mec, et la façon dont il s'incorpore et tout, hein, on sent que Guillermo del Toro est génial à ça, c'est vraiment son truc. Dans Hellboy aussi c'était pareil, il était génial à ce niveau-là, et je trouve toujours génial del Toro pour donner vie à son univers un petit peu fantastique. Hein, et oui, ça ne déroge pas à la règle, ce film, il est très beau à ce niveau-là. L'histoire globale, même si je dis qu'elle est en pleine gueule et un peu lente ou rapide par moment, elle se suit quand même. Voilà, mais voilà, ça suit sans plus. Et ouais, une fois qu'on a passé le concept d'un amour interespèce, ben ouais, je trouve pas que ce soit fait super efficacement. Je trouve qu'il y a pas mal de choses aussi qui sont des à côté sans intérêt, comme cette histoire avec cet espion russe. Il me semble qu'il est russe. J'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça quand même. C'est vous dire aussi à quel point ça m'a marqué si je me souviens pas de certains détails comme ça. mais voilà quoi, le passage avec cet espion russe, je trouvais que ça apportait pas grand chose, mais c'était là. Voilà, il y a pas mal de parenthèses aussi qui étaient pas très intéressante. Et ouais, même si le récit global est acceptable et qu'il y a pas mal de moments d'ambiance et visuellement ça fait vraiment quelque chose de fort, je reconnais, j'ai pas été grandement pris par cette histoire et j'ai souvent bâillé devant ce film. Même s'il est pas affreux, il est juste correct sans plus pour moi. D'ailleurs, en parlant d'ambiance et de grosses parenthèses inutiles, on passe au numéro suivant. Numéro 8, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Eh oui, Jeunet. Parlons de Jean-Pierre Jeunet, notre réalisateur coqueluche que les gens doivent adorer. Sinon, ben, ce sont des anti-France presque. Oui, on peut même pas critiquer Alien 3 pour cela, malgré le fait qu'il y a des grossièretés assez énormes là-dedans dans ce film, je trouve. Mais bon, c'est... Voilà, Jean-Pierre Jeunet a fait des films que j'aime beaucoup. Je vais le dire sincèrement, Un long dimanche de fiançailles, ça doit être, je pense, mon film français préféré de tous les temps. Avec Le dîner de cons, c'est entre les deux, quoi. J'hésite entre les deux, quoi. C'est lequel mon film français préféré de tous les temps? Donc voilà, Jean-Pierre Jeunet, j'adore certains de ses films. Il y en a que je trouve mauvais, comme Micmac attire l'arigot, qui pour moi est médiocre, très médiocre, mais bon, la plupart des gens, enfin une bonne partie des gens sont assez d'accord avec moi là-dessus. Par contre, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, oh, c'est un chef-d'œuvre qui représente tellement l'ambiance de Paris, de la vie de Paris, etc. Et c'est un tas de pertes de temps, ce film, pour moi. Alors, il se regarde vaguement, je trouve qu'il est passable, mais punaise, le nombre de situations de parallèles sans intérêt qui sont mis en place. Je me suis fait chier pendant une bonne moitié de film sur ces passages qu'on instaure et qui honnêtement ne racontent presque rien. Et j'imagine que c'est un peu le but, quoi. On raconte des petits moments de la vie, quoi. On fait découvrir qu'est-ce que ça signifie, ces petits riens pour ces petites personnes, tout ça. Et si c'est ce que vous prenez de ce film, si c'est comme ça que vous le ressentez, super. Vraiment, hein, je vous dis pas que c'est pas bien d'adorer ça, mais moi j'ai juste trouvé ça chiant. Je trouvais ça chiant une bonne partie du temps. J'apprécie un petit peu le ton
optimiste que ça va mettre en place. Amélie Poulain qui veut œuvrer pour le bien des gens avec des petites actions ci et là, en disant que ouais, les petites choses peuvent apporter des choses qui signifient quelque chose pour les petites gens envers lesquels je fais ça. C'est mignon, j'apprécie vraiment cette ambiance que ça veut créer. Après, comment c'est illustré avec les situations mises en place, j'ai pas été pris dedans. Et cette espèce de style fantasque qu'a Jean-Pierre Jeunet de mettre en place les choses, ça faisait vraiment genre « Oh, regardez comme c'est extraordinaire le truc que je montre alors que ça l'est pas ». C'est un peu ça aussi, quoi. Ce qui marche dans un long dimanche de fiançailles et ce qui marche pas ici pour moi, c'est le fait que, ouais, ce qu'on veut montrer dans un long dimanche de fiançailles, ça a une signification forte pour l'époque. Que ça veut dépeindre, et vraiment, je suis pris dans tous ces personnages, quoi, ce qu'ils vivent, etc., ce que signifie cette situation de Première Guerre mondiale pour eux, punaise. Là, c'est des petites choses de rien de la vraie vie, et on a cette mise en scène fantasque dans ces plans, dans ces musiques qui accompagnent, et je trouve ça tellement forcé pour pas grand chose. Il y a un passage que j'ai trouvé ridiculement risible autour d'un type qui, tous les lundis ou un truc comme ça, se rentre dans une cabine téléphonique pour prendre des photos de lui-même et les déchire après. Et elle se demande, mais Amélie, mais pourquoi elle fait ça? Il fait ça ce type? Est-ce qu'il a une piètre image de lui-même, etc. Et on découvre à la fin, excusez-moi spoiler, mais punaise, c'est tellement ridicule, que c'est juste le mec chargé de la cabine, quoi. De la réparer, quoi. Et donc, à chaque fois, il la teste en se prenant des photos pour voir si elle marche bien. Et donc, étant donné qu'il en a rien à foutre d'avoir 50 000 photos de lui, et ben il la déchire. Et on montre ça avec une musique genre de grande révélation, tout ça, mais c'est naze comme révélation, quoi. Pourquoi vous avez mis en place ce mystère? Il y a pas mal de moments risiblement forcés comme ça, dans le fantasque, qui m'ont fait un peu rire, malgré le film. Mais ouais, sinon c'est passable, quoi. J'apprécie le ton optimiste que ça veut faire passer. Après, ce que ça raconte, c'est très oubliable. Pas très intéressant. Numéro 7, Le Dictateur. Et on va un peu taper les vieux films, en commençant par ce bon vieux Charlot. J'aime pas mal de films de Chaplin, dans ce que j'ai vu, j'en ai pas vu des masses, mais j'adore Les Temps modernes, par exemple. Un bon petit film, bien réussi, je trouve, dans son ton et dans son rythme. J'ai pas été convaincu par le Dictateur. Faut savoir que si je me souviens bien à nouveau, n'hésitez pas à me reprendre parce que ça date un petit peu le moment où j'ai eu ces informations-là. C'est un film qui n'a pas été diffusé pendant une longue période et c'est relativement récent. Qu'on le diffuse maintenant, Le Dictateur de Chaplin. Ouais, ça a fait beaucoup parler de lui, ce film, à ce moment-là. Et honnêtement, lorsque je m'y suis penché, lorsque je m'y suis intéressé, j'ai tellement pas été pris dedans. Et je pense clairement que la raison pour laquelle il n'a pas été diffusé tout de suite après, enfin il a vite été retiré des diffusions et on n'a plus trop entendu parler de lui, c'est parce que c'est sorti peu de temps avant l'avènement au pouvoir d'Hitler. Il y avait un parallèle assez évident, très évident, qui je pense, ennuyait un petit peu le réalisateur. D'ailleurs il me semble que Charlie Chaplin avait dit qu'il regrettait d'avoir fait ce film, ou un truc comme ça. Il a dit qu'il a regretté un certain truc par rapport à ce film, n'hésitez pas à me reprendre à ce niveau-là aussi. Ça commence à dater un petit peu. Mais voilà, la raison pour laquelle je suis pas pris dans ce film, c'est que je suis sûr que pour l'époque, c'était super fort, super osé. Vraiment, hein, de vouloir se moquer un petit peu d'un régime qui pouvait se mettre en place et vouloir balancer à la fin un long message d'espoir comme quoi il faut aller à l'encontre de ces dictatures, tout ça. Maintenant, ça fait partie de ces films qui ont pris un coup de vieux dans leur ton, dans le message qu'ils voulaient faire passer. Tellement c'est direct et pas subtil, je trouve, une fois de plus. Mais ouais, quoi, on se centre majoritairement sur Charlie Chaplin, qui est le sosie parfait d'un dictateur. Donc il joue deux rôles, hein, le prince et le pauvre presque. Bon, j'exagère, c'est pas trop ça. Et ça va se centrer 95% du temps sur du gag, quoi. Du gag sur notre Charlot qui est quelqu'un d'assez empoté, etc. Mais la résistance, je sais plus comment ils appellent ça comme ça, quoi, verra que c'est quelqu'un
qui ressemble au dictateur et on va essayer de faire un truc autour de lui, tandis que le dictateur fera son dictateur à côté et passera un petit peu pour... ce sera exagéré à un niveau ridicule. Je trouve pas que ce soit sa meilleure comédie à Chaplin, ça se regarde, c'est relativement drôle, mais c'est assez passable quoi. Je veux dire, j'ai vu la comédie 100 fois pire que ça, qu'on soit d'accord, mais voilà, dans la comédie de Chaplin, c'est quand même pas son meilleur niveau, je trouve. En tout cas, ouais, quoi, ça se terminera sur lui qui se fera passer pour Chaplin à la fin, après tout un tas de situations assez fortes où on devra le mettre dans cette situation, hein, donc sous la peau du dictateur, et où il fera un long discours bien baveux comme quoi, ah, il faut ne pas se soumettre à la dictature, etc., penser au peuple libre, je me souviens plus exactement des détails, ça faisait tellement cliché pour l'époque actuelle, hein, pour l'époque de 1940, je suis sûr que c'était révolutionnaire. Vraiment. Et c'est ça le truc, c'est le bémol que je tiens à afficher. Je le redis une fois de plus, je suis plus du genre à voir un film, comment il a grandi, quoi, comment il a évolué par rapport au contexte avec lequel je le regarde maintenant. Et ouais, par rapport au contexte actuel, c'est grossier. C'est super grossier pour moi et c'est pas fin. Dans le contexte de l'époque, je suis sûr que ça devait être quelque chose de super fort, super osé de sa part, et je comprends très bien les gens qui portent ce film au nu pour ça. Moi je peux pas, ce film a trop vieilli pour moi, et j'arrive pas à être pris dedans quoi. Il est moyen pour moi, c'est pas... On peut faire beaucoup plus fort que ça pour décrier les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, et honnêtement je trouve même que certains films l'ont mieux fait de par chez nous. Même en termes de comédie, je trouve que La Grande Vadrouille le fait beaucoup mieux passer que ça. Et c'est quand même un film pas super récent non plus, mais voilà, ce film-là a beaucoup mieux vieilli que Le Dictateur, je trouve. Voilà, après, personnel, tout ça, mais ouais, Le Dictateur m'a pas grandement touché, alors que La Grande Vadrouille savait montrer des moments touchants, en plus des moments comiques autour de Bourvil et Louis de Funès. J'étais beaucoup plus pris par La Grande Vadrouille que par ce film, personnellement. Numéro 6, les films Batman de Burton. Ouais. Je vais mettre tout le monde à dos là, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, comme je l'ai dit, j'ai toujours préféré les films de Nolan aux films de Burton en termes de Batman. Après, je garde quand même un bon souvenir du premier film Batman de Burton, parce que c'est un peu lui qui m'a intéressé de base à Batman, même si j'ai jamais trouvé sensationnel. Quand j'étais jeune quand même, ça passait mieux quoi, mais maintenant que je le revois, non, non, il est juste correct. C'est lui qui a commencé à m'intéresser à Batman, mais après que j'ai vu la série de Bruce Timm, je peux vous assurer que... je suis vite passé à ce Batman là. N'empêche que ouais, je vais pas trop m'apesantir sur le premier film. Je trouve que il y a une morale sur la vengeance qui a été très mal amenée là-dedans. Cette espèce de besoin de faire des liens entre Bruce Wayne et le Joker, c'était un peu too much. Après, l'action est quand même... c'est l'époque quoi, on sent que ça se débattait un petit peu dans le costume, mais c'est pareil aussi pour Batman le défi. Cela dit, ouais, ça reste correct parce que j'apprécie pas mal de thèmes. J'apprécie le personnage du Joker joué par Jack Nicholson, vraiment je l'adore. Je pense que c'est la meilleure partie du film pour moi, et je le préfère même à Heath Ledger, vraiment. Histoire de dire que je préfère quand même un truc dans ce Batman là, mais ouais, en dehors de ça, ouais, j'ai pas été super pris dans le reste. Voilà, à part le Batman, à part le Joker de Jack Nicholson, j'ai pas été grandement pris dans le reste, mais ça reste un film correct en soi. Sinon, ouais, j'ai surtout des choses à dire sur le deuxième film, Batman le défi, qui pour moi est un peu médiocre. Alors, j'ai apprécié un truc, le personnage de Selina Kyle, Catwoman, était bien rendu, je trouve. Dans cette espèce de folie qu'il animait, dans ce que représente sa vie, dans le fait que Batman il veut la sauver et se reconnaisse en elle, etc. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de fort là-dedans. Et c'est la seule partie qui m'a grandement agrippé là-dedans, sinon le reste, je trouvais ça exagérément... sombre, même pour du Batman, je suis désolé, un Batman n'a pas à être aussi exagérément sombre que ça, et gratuit sur pas mal de points, et ça se mélange très mal au ton très gag qu'on voulait donner au pingouin, qui honnêtement est trop ridicule pour moi. On essaye d'en faire une espèce de figure qu'on doit plaindre, etc. Non, c'est un connard ridicule, hein.
C'est pas parce que vous essayez d'insister, ah regardez, il est rejeté par la société, on est censé avoir un peu de peine pour lui. Non, non, j'ai aucune peine pour lui, hein. C'est un connard ridicule, hein. Et sur lequel on en fait tellement des caisses, notamment le moment où il est tellement... Il est un peu agacé par un mec qui veut faire sa promo au monde, qui lui mord le nez comme ça. Ah, il est violent. C'est tellement ridicule, je trouve, pour moi. Son lien avec Shrek, c'est le nom du méchant joué par Walken. Et son lien avec Shrek, j'ai trouvé que ça voulait dépeindre une espèce de satire de la politique. Pas subtil du tout, surtout quand je vois des choses qui sont faites plus récemment. À nouveau, c'est quand même un film qui est sorti dans la fin des années 80, ça commence à être un peu vieux là, 30 ans quand même, et ouais, j'ai vu énormément de films, même de films de super-héros, qui ont su dépeindre les tares du monde politique bien mieux que ça. Et surtout à côté de ça, quoi, ça veut agrémenter cette espèce de vision un peu politique, un peu satirique, sérieuse, avec énormément de passages très cons. À la fin, quoi, le combat contre le pingouin, c'était pas du tout sérieux. Certaines répliques, honnêtement, elles ont pas grand chose à envier à certaines répliques des films de Joel Schumacher. Hein. je le pense sincèrement, hein. Ouais, mange du plomb, ah, c'est plein de fibres. Non, c'est très niveau Joel Schumacher, hein, enfin, je le pense sérieusement, hein. Mais bon, j'allais pas croire une seconde que je trouve que c'est nul à chier, c'est juste un tout petit peu en dessous de passable pour moi, quoi. C'est moyen ce film, j'ai vraiment du mal avec pas mal de choses que ça va mettre en place. Et ce mélange de tons, surtout le fait que Burton veuille plus incruster Batman à son style qu'incruster son style à Batman. Si vous voyez ce que je veux dire. Il veut avant tout faire un film de Tim Burton avec du Batman dedans un petit peu histoire de... Batman est tellement effacé à tellement de points, je trouve. On se sent tellement sur les méchants et je trouve que y a que la moitié d'entre eux qui sont réussis. J'arrive pas à être autant pris dedans que la plupart des gens. Beaucoup de gens disent que c'est le film le plus mature de Batman, etc. C'est pas parce que ça arrive à être cru par moments que tout d'un coup ça devient extraordinaire pour moi. Oui, c'est cru à certains moments, mais à certains moments c'est un peu trop ridicule et ça, le mélange se fait très moyennement. Numéro 5, Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. Waouh, un gros classique. Et qu'on soit d'accord sur un point, j'adore Alfred Hitchcock, hein. Dans les vieux réalisateurs d'antan, c'est mon préféré de loin. Il a fait des films que j'adore. Fenêtre sur cour est un de mes films préférés de tous les temps. Vraiment, il y a de ces films qui méritent vraiment d'être vus, quoi. Je pense que c'est l'exception, presque, Les Oiseaux, parce que de tous les films d'Alfred Hitchcock que j'ai vus, c'est le seul à m'avoir déçu. Vraiment. Et donc, ouais, on va en parler un petit peu. Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock se centrent sur des oiseaux qui deviennent complètement berserk du jour au lendemain. Et voilà. Ils se mettent à attaquer les gens parce que merde. Déjà le concept, c'est juste comme par hasard les oiseaux deviennent fous, etc. Et ouais, c'est très bien, sans rien pour justifier ça. Alors oui, bien entendu, hein, on va pas aller dans l'autre extrême, genre Birdemic, où on essaye d'expliquer ça de façon complètement foireuse et ridicule. Et donc, ouais, on se centre sur certains personnages qui sont une fois de plus très bien joués. Je saluerai toujours le travail de metteur en scène d'Alfred Hitchcock, mais qui ont pas grand chose autour de quoi jouer, je trouve. On a des personnages qui se rencontrent, etc. Mais il n'y a pas de grands moments forts entre eux, à part les moments où ils doivent échapper aux oiseaux. Et à ce moment-là, ouais, si vous essayez de mettre en place des moments intenses de tension, etc., où c'est pas non plus ultra bien amené, pour moi. Il y a un moment donné, j'ai trouvé tellement grossier et ridicule aussi. En plus d'un détail assez évident dont je vais parler juste après, c'est au moment où notre héroïne voit qu'il y a des oiseaux qui l'attaquent et se dirige vers un dîner, un bar pour prévenir les gens. Et il y a comme par hasard une femme qui se contente pas de dire « vous dites n'importe quoi, c'est ridicule ». Non, elle
va jusqu'à montrer sa thèse en ornithologie, j'ai l'impression. Genre, oh non, les oiseaux marchent pas comme ça, ils font ci, ça, quoi. Ça sort complètement de nulle part. C'est histoire de dire, oh, c'est pas logique, ça devrait pas marcher comme ça. Il y a une spécialiste qui était en train de dîner dans le coin qui raconte ça, quoi. C'est n'importe quoi, je trouve. C'est assez ridicule cette mise en scène. Bon, en dehors de ça, c'est juste. Ça s'instruira surtout, et je pense que c'est les moments les plus marquants sur nos personnages qui devront fuir les oiseaux, dans des mises en scène qui sont intéressantes sur le principe, mais qui sont gâchées par la qualité des effets qui, je suis désolé, ont pris un putain de coup de vieux, quoi. À nouveau, on peut trouver pire avec Birdemic, hein, c'est évident, mais ouais, tu regardes ça, tu peux pas dire que ça a bien vieilli, quoi. La première fois que j'ai vu ce film, c'était dans les années 2000, début des années 2000. Ouais, je l'ai vu une deuxième fois pour me refaire l'idée, ça a pas changé grand chose. Non, j'étais... Waouh, non. Alors ils ont fait avec les moyens du bord, hein, c'est un film qui date, hein, je reconnais très bien, mais... Ouais, à nouveau, hein, je fais pas super gaffe, je prends pas super en compte le contexte pour juger la qualité d'un film maintenant, moi. Et ouais, ça a pris un putain de coup de vieux. Ça a pris un putain de coup de vieux et ça rend la plupart des scènes de poursuite ridicules parce que t'as pas l'impression qu'ils fuient une menace réelle, les personnages. Et donc, j'arrive pas à être pris dedans, quoi. Mais bon, même sans prendre en compte ça, je trouve que dans la narration, c'est pas aussi fort que d'autres films d'Alfred Hitchcock. Et ouais, j'ai pas été grandement pris dedans, quoi. C'est un film très moyen pour moi, à la limite médiocre. Et c'est une preuve de plus que mélanger deux choses qu'on aime n'aboutit pas forcément à quelque chose de super, parce que à nouveau c'est Alfred Hitchcock et Disney, une collaboration entre ces deux-là. Et ouais, non, ça me fait pas, non. Puisqu'on parle d'oiseaux, numéro 4, Le Roi et l'Oiseau. Ouais, toujours pas fan de ce film. Alors j'ai vu les tonnes de commentaires comme quoi c'est une approche un peu onirique, il y a vraiment... tout un tas de couches à démêler, tout ça pour arriver à voir le propos du film. À nouveau, je me suis tellement étendu sur ce film-là. Honnêtement, je pensais pas, je comptais pas de base le mettre dans ma liste parce que voilà, je m'étais déjà suffisamment étendu là-dessus, mais à nouveau, j'avais pas beaucoup de choix, donc allez, il faut le mettre quand même. Voilà, je me suis étendu sur pourquoi je suis pas pris dedans, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont des interprétations différentes et c'est super pour vous si vous adorez ce film, hein. Je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut adorer ou pas, mais ouais, pas moi. Moi, j'adore pas. Moi, je suis pas pris par le rythme super lent et chiant que ça met en place. J'ai pas décelé grand chose de très profond chez les personnages, honnêtement. Voilà. Ce film m'a fait chier, tout simplement. Même si je reconnais qu'il y a une approche artistique intéressante là-dedans, il m'a fait chier. Et ouais, je ne suis pas les multitudes de gens qui viendront dire que c'est l'un des plus grands films animés qui soit. Un honneur pour la France, puisque oh, c'est un film français cocorico. Et le plus grand film animé français, voire le plus grand film français qui soit, non. C'est vraiment pas pour moi. Numéro 3, Le Voyage de Chihiro. Je sais pertinemment, au fur et à mesure que je fais cette liste, que je vais avoir beaucoup plus de pouces baissés, de je n'aime pas dans les appréciations de cette vidéo que ça avait été le cas pour la précédente, hein. Je le sens clairement. Et ouais, je suis pas fan du Voyage de Chihiro. Alors, Miyazaki a fait des films que j'apprécie à plus ou moins forte mesure. Il n'y en a aucun que je trouve mirobolant. Le plus fort, comme je l'ai dit, ça doit être Le Château dans le ciel. Pour moi, avec peut-être Le Château ambulant, il faudra que je le regarde un de ces quatre, le revoie un de ces quatre, celui-là. Mais ouais, quoi, il n'a pas fait des films ultra sensationnels pour moi. Et il y en a certains même qui étaient juste corrects sans plus. Mais bon, il y en a certains aussi, il faut que je les revoie. Il faudra que je me regarde à nouveau Princesse Mononoke pour me refaire un second visionnage et peut-être un avis plus poussé. J'en ai pas gardé un souvenir très fort de ce film. En tout cas, il y a un film dont j'ai gardé un souvenir relativement fort, mais pas grandement bien, c'est Le Voyage de Chihiro. Parce que c'est un film qui, pour moi, ne repose que sur son visuel.
C'est époustouflant visuellement, il y a une vraie imagination dans les designs, dans le monde concret. À côté de ça, ça raconte rien d'intéressant pour moi. Je trouve même que l'histoire est amenée n'importe comment, quoi. Les parents de Chihiro sont des gros débiles qui décident de manger comme des porcs et qui deviennent des porcs. Paf, elle doit aller dans un monde magique pour faire quelque chose. Et excuse un con pour balancer des tonnes et des tonnes de trucs. Et je suis pas pris dedans en fait. Je suis pas du tout pris dans l'univers, je suis pas pris dans le propos que ça veut faire. C'est juste visuellement très beau, et en dehors de ça, rien ne m'agrippe, que ce soit chez les personnages, chez les développements ou quoi que ce soit. Et même à la fin, quoi, quand elle a résolu le problème, paf, ils rentrent chez eux comme si de rien n'était, quoi. Alors que bon, rassurez-moi, c'est quand même censé se passer pour de vrai. C'est pas la Alice au Pays des Merveilles où c'est censé être dans sa tête seulement et puis elle fait gaffe à rien. C'est clairement censé être pour de vrai ça, donc... Ouais, et c'est ça le truc. Par rapport à ce film, j'ai du mal à vraiment dire ce qui fait que ça marche beaucoup moins que Alice au Pays des Merveilles, parce que ça repose un petit peu sur une structure similaire. Mais je sais pas, je pense qu'Alice au Pays des Merveilles, ça reposait moins sur sa créativité visuelle, même s'il y avait de la créativité visuelle, que sur la créativité dans la personnalité des personnages. Bon, je vais devoir faire avec ce bruit-là, j'espère que vous l'entendrez pas trop. Oui, il y a ça, quoi, la créativité dans cette personnalité, dans cette folie des personnages était beaucoup plus marquante, beaucoup plus prenante que la créativité seulement visuelle qu'il y avait dans le voyage de Chihiro, à mon humble avis. À nouveau, hein, c'est comme ça que je le perçois, hein, c'est une interprétation personnelle, à nouveau. Mais voilà, j'ai jamais été pris dedans, quoi. C'était juste une excuse pour passer d'un coin à l'autre, avec cette espèce de petits délires visuels, et à aucun moment donné, j'ai été pris dans la personnalité d'un quelconque personnage. Même Chihiro, c'était juste la petite fille basique, qui n'avait pas de grands moments pour briller. En tout cas, ouais, je l'ai vu une fois et demie, ce film, quoi, dans mon visionnage et demi, elle m'a pas marqué du tout, quoi. Et rien ne m'a marqué dans ce film, honnêtement, à part quelques moments visuels, une fois de plus, mais sinon, rien ne m'a marqué dans ce film. C'est passé sans rien me donner, en fait. Je dis, ah ouais, j'ai vu ça, cool. Ce genre de film, non, quoi. C'est pas un grand film pour moi. Je sais que c'est considéré comme un des plus grands chefs-d'œuvre de Miyazaki, si ce n'est son plus grand chef-d'œuvre. Et ben pour moi, non, quoi. C'est un de ses plus faibles, parce que ça peine trop à raconter quelque chose de prenant, là où quand même la plupart de ses films racontaient des histoires qui se suivaient, qui donnaient envie d'être un peu pris dedans. C'est pas été le cas là. Enfin, je trouve, personnellement, une fois de plus. Numéro 2, le Grand Bleu. Luc Besson. Il me semble que c'est Michael J qui l'a dit à un moment donné dans une de ses vidéos, j'aimerais aimer ce type. Vraiment, j'adorerais pouvoir aimer ce qu'il fait, ce type, ses films, mais punaise, il n'y arrive pas, quoi. C'est un des rares réalisateurs français qui essaye vraiment de se lancer dans des films aux ambitions fortes, avec du fantastique, de la science-fiction, etc. Là où la plupart des réalisateurs connus en France boudent ça, à quelques exceptions près. Et donc, ouais, c'est quand même plaisant de voir un réalisateur vouloir s'atteler à ça, seulement très souvent, il n'est pas doué. Il est vraiment pas doué. Je sais qu'il a son gros noyau de fans qui vont dire que la quasi-totalité de ses films sont géniaux. Même Arthur et les Minimoys, pour eux, la trilogie est géniale, alors que c'est quand même très médiocre. Déjà, le premier film est pas sans sas, mais le numéro 2 et 3, c'est de la merde pour moi. Mais bon, ouais, il y a quand même certains de ces films qui sont considérés comme super pour la quasi-totalité des gens. Hein. Voilà, surtout ces premiers, bizarrement. Et ouais, avant de me faire huer par tout le monde, il y a quand même quelques-uns de ces films que j'arrive à apprécier. Ne serait-ce que Léon, je pense que c'est mon préféré de sa part, et Le Cinquième Élément, même si quand on s'y penche, l'histoire a beaucoup de choses à redire. Hein. Ah ça c'est un truc, hein. Faut pas trop réfléchir à l'histoire dans un film de Luc Besson, parce que dès lors qu'on y réfléchit, c'est un peu grossier et des fois assez incohérent quand même. Hein. Je pense qu'on pourrait se pencher sur n'importe quel film de Besson, quoi, avec... et revoir le scénario, parce que, je vous jure, il y a beaucoup de choses à redire, je pense. Enfin bref, ouais, ça ne déroge pas à la règle, le Grand Bleu, pour moi. Et sérieusement,
je suis pas pris dans l'ambiance, je suis pas pris dans ce que vous voulez faire passer. Les personnages, je les trouve plats, à part Jean Reno un petit peu. Voilà, Jean Reno arrive à m'agripper un tout petit peu parce que c'est le seul à avoir une personnalité que j'apprécie, mais notre héros central, il est chiant, je le trouve tellement chiant. Est-ce que c'est un acteur reconnu parce que je le connais pour rien d'autre que ce rôle, quoi, ce type? Et le propos autour des fonds marins qui représentent le grand amour de ces personnes-là qui veulent aller de plus en plus loin pour se dépasser, tout ça, j'ai pas été pris dedans une seule seconde. Cette espèce de fin que je vous dévoile, désolé pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, ça avait aucun sens pour moi quand j'ai vu ça, où notre héros, après avoir perdu son copain, décide de laisser tomber la femme qui veut être avec lui et de nager au plus profond de la mer pour être avec les dauphins et donc crever parce que voilà, quoi, il peut pas respirer sur l'eau, je rappelle quand même. Je trouvais ça très con de sa part, quoi. Oh, je veux en savoir plus sur le monde marin, je laisse tomber tout derrière moi, tout ça. Ça, psychologie intéressante. Non, c'est juste des mecs qui sont butés par une vision complètement ridicule pour moi. J'en sais rien, peut-être que c'était pour l'époque, aussi un truc de l'époque. Maintenant qu'on peut visiter les fonds marins sans avoir à être en apnée pendant aussi longtemps, ben, je vois pas l'intérêt de la chose de pouvoir être en apnée jusqu'à si profond pour pouvoir se prouver quelque chose en fait. C'est peut-être ça le truc. Vous savez quoi? On risque bêtement sa vie pour ça, pour vouloir nager de plus en plus bas, pour, en fin de compte, un record qui signifie pas grand-chose en ce qui me concerne. Le record d'apnée, de profondeur en apnée, je trouve pas ça intéressant le moins du monde. Je veux dire, j'ai jamais été fan de sport, de compétition sportive, mais pour moi, ça, c'est encore plus bas dans l'intérêt que je porte, quoi. Oui, vous pouvez rester en apnée très longtemps, c'est très bien. Vous pouvez nager à une certaine distance sous l'eau, très bien. Vous pouvez faire les deux. En même temps, ok, risquez votre vie, bande de cons, j'en ai rien à foutre de votre vie, quoi. C'est l'amusement. C'est un peu ça, quoi. Ce qui porte nos personnages, le désir qui les porte, je suis pas pris dedans une seule microseconde. Ce qui fait que la seule chose qui m'intéresse, la seule chose qui me capte par rapport à ça maintenant, c'est comment est racontée l'histoire. Et l'histoire est bof, quoi. Je trouve sans intérêt. Et entre ces personnages, leurs conversations, tout ça, sans grand intérêt, et quelques petites mises en scène visuelles, parce que Luc Besson est très doué à ça, la mise en scène visuelle, qui sont intéressantes, comme lorsqu'il décide de trinquer dans une piscine, à l'intérieur de la piscine, sous l'eau, quoi. Les deux, c'est assez mignon, ça, je reconnais, dans la mise en scène visuelle, mais en dehors de ça, le propos, le récit, tout ça, je trouve ça grossier, pas intéressant du tout. Et ouais, quoi, ça représente un peu ce que peut faire de pire Luc Besson avec Valérian, qui pour moi est très médiocre aussi, quoi. Mais bon, je sais pas, tant qu'à me faire détester par les gens, autant cracher sur un film populaire de maintenant. Ah, Valérian est trop génial, ben non, je trouve pas qu'il est médiocre ce film-là aussi. Après, c'est pas dans ma liste celui-là, parce que il y a quand même pas mal de gens pour dire que c'est pas si génial que ça. Mais bon, il y a les fanboys de Luc Besson qui sont là, qui vont dire que tous ces films sont géniaux, et ben non, pas pour moi. Voilà. Pour moi, Le Grand Bleu est un de ses films les moins réussis. En grande partie parce que je n'adhère pas une seule seconde au propos. Et le film adoré que j'aime le moins est Mulholland Drive. Bon, j'ai déjà parlé de ce film à quelques reprises dans une ou deux vidéos avant. Je vais essayer de faire court. Je suis tellement pas pris par le délire de David Lynch. En tout cas, c'est ce film qui m'a dissuadé de voir d'autres films de David Lynch. Hein. Parce que beaucoup de gens viendront dire que c'est un de ses plus grands films, une de ses meilleures réalisations. Si pour vous c'est un de ses plus grands films, je ne m'intéresse pas à David Lynch. Il n'est pas pour moi, David Lynch, hein. Alors le truc avec David Lynch, c'est quelqu'un qui aime faire de l'abstrait, quelque chose qui n'a pas forcément du sens. Et ouais, yes, ça fait réfléchir tous ceux qui aiment se masturber intellectuellement pour interpréter tel ou tel truc. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, tout ça. C'est pas du tout mon truc. Vraiment, pas une seule putain de seconde mon truc. Cela dit, j'aurais
quand même été à accepter ça si c'était pas aussi autant du foutage de gueule sur la fin, tellement ça part dans tous les sens sans que ça n'ait de logique réelle pour moi. Par exemple, un film très complexe où c'est pas aussi évident que ça de suivre le tout, c'est Brasil. Et j'aime beaucoup Brasil, hein. C'est un bon film que j'ai vraiment apprécié. Par contre, Mulholland Drive, c'est pour moi l'anti-Brasil presque. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est Brasil mal fait. Dans le sens où il y a pas mal de trucs un petit peu mystiques, un peu bizarroïdes sur ce que font ces personnages, etc., ce que signifie ci ou ça, de mystères qui s'instaurent et tout, et où au bout du compte, on ne donne absolument aucune réponse. Non seulement on ne donne aucune réponse, mais on remue la merde, presque, j'exagère un petit peu à nouveau, excusez-moi, hein. C'est pas ce que je veux dire par là, j'ai pas de meilleures images sur le coup, mais on veut vraiment totalement paumer le spectateur à la fin en balançant des tonnes de révélations qui n'ont ni queue ni tête par rapport à ce qui a été mis instauré avant. Il y a énormément de liens logiques qui signifient rien pour moi, quoi. Cette espèce de lien avec les deux vieux qui ricanent comme des cons, quel est le putain de rapport avec ces vieux qui ricanent comme des cons? Je comprends rien. Alors, on m'a dit que c'est un film qu'il fallait revoir, je l'ai revu, j'ai toujours rien compris, mais contrairement au premier visionnage, ça m'a vraiment énervé ce second visionnage parce que je vais dire un truc, David Lynch est très doué pour la mise en scène une fois de plus. Je comprends très bien pourquoi la plupart des réalisateurs dont j'ai parlé dans cette vidéo sont considérés comme de grands réalisateurs par les gens parce que on sent qu'ils ont ce talent pour la mise en scène et pour le jeu de caméra, quoi, pour comment filmer telle ou telle scène. Et là, on le ressent vraiment. Je reconnais très bien, la mise en scène et l'illustration est très forte. Et le jeu d'acteur est nickel. Ah, vraiment, dirige ses acteurs de façon parfaite. Seulement, voilà, ça raconte quelque chose de totalement incompréhensible et énervant, irritant pour moi. Et à chaque fois que j'essayais d'avoir une réponse, soit on me donnait la réponse de merde foireuse de base, c'est onirique, c'est un rêve. Un rêve par rapport à quoi? Par rapport à qui, connard? Sérieusement? Même en voyant ça du point de vue du rêve, on se centre sur deux personnages différents, des fois sur l'un, des fois sur l'autre. Des fois ils vivent la même chose tous les deux, et lorsqu'on fait un flashback, il y en a un qui est censé mourir avant l'autre, mais c'est pas logique par rapport à tel ou tel truc. C'est tellement con pour moi, je pige tellement pas ce que veut dire ci ou ça. Et dès lors que j'essaye de lier ça via un quelconque rêve de la part de je sais pas trop qui, ça n'a aucun sens parce qu'on se sent quand même sur d'autres personnages, il y a tellement d'objets qui sont mis en place qui peuvent pas être liés à tel rêve de tel personnage, et qu'est-ce que ça signifie tel ou tel truc, c'est quoi ces deux vieux, tout ça, je comprends rien, quoi. Et à chaque fois que j'essaye d'avoir une réponse, soit donc c'est onirique et on n'y réfléchit pas, oh j'étais tellement pris par le côté onirique que ça veut raconter, et à ce moment-là, ok, si vous voulez pas réfléchir à la cohérence d'un truc, tant mieux pour vous. Et d'autres qui ont fait des putains d'essais de 40 pages pour expliquer ce que signifie tel ou tel truc et comment on doit percevoir le film. Parce que oui, là, pour apprécier un film, je suis obligé de me lire un essai de 40 pages. Ben non, pas pour moi, non. Après, tant mieux pour vous si vous avez été pris par l'ambiance particulière. À nouveau, la mise en scène est forte, le jeu des acteurs est très bien, mais... Ouais, non. C'est ça qui m'énerve le plus avec ce film, c'est qu'au début j'étais pris dedans vraiment, hein, parce que c'est un bon réalisateur, bon metteur en scène, tout ça, et donc ouais, j'ai gardé dans un coin de ma tête tout ce mystère qui était mis en place, tous ces détails qui étaient mis en place, mais vers la fin ça se dégringolait vers des trucs qui n'avaient aucun sens, et à chaque fois que j'essayais de nouer un lien entre différents éléments, ça n'avait aucune logique pour moi. Et c'est la chose qui m'énerve le plus dans ce film, quoi. Il y a un côté légèrement prétentieux qui se ressent pour moi, et je sais que c'est l'excuse un peu facile de ce genre de choses, je suis désolé pour ceux qui le prennent mal, mais oui, il y a un côté légèrement prétentieux là-dedans, dans le sens où je fais pas une histoire conventionnelle qui part vers une conclusion qui a du sens, je fais un truc de puzzle super complexe, avec des tonnes de trucs contradictoires, c'est à vous de l'interpréter comme vous le voulez, même si moi j'ai la réponse à ça, je sais ce que signifie tel ou tel truc, parce que j'ai une grande vision, tout ça, c'est ce qui se ressent dans ce putain de film, surtout par rapport à la fin pour moi. C'est pour ça que je peux pas l'apprécier une seule putain de seconde, même si je reconnais qu'il y a une qualité de mise en scène, de réalisation très notable, indubitable là-dedans. Mais je peux pas apprécier le récit, comment vous le mettez en place, clairement pas. Et honnêtement, les moments lesbiens, je les ai trouvés totalement superflus. Il a fallu que vous en mettiez deux au passage.
Mais voilà quoi, regardez, il y a des moments lesbiens, oh, ça vous plaît? Ça vous émoustille un petit peu, public masculin? Clairement pas un film pour moi, et ça m'a dissuadé de suivre la filmographie de David Lynch. En tout cas, n'hésitez pas à dire pourquoi vous trouvez que je me plante et que ce sont de grands films en commentaire, parce que je sens qu'il va y avoir pas mal de gens qui vont réagir à ça. À nouveau, hein, avis personnel, je vous fais part de ce que je ressens. Si vous le ressentez autrement, si vous interprétez ces films différemment, ça veut dire que vous faites partie de la masse populaire qui trouve que c'est génial. Donc super, hein. N'avez pas à en avoir honte ou quoi que ce soit. Moi, non, ça n'a pas marché. Et aussi, n'hésitez pas à dire quels films vous trouvez pas si bien que ça, mais qui sont pourtant adorés par les masses. Ça me ferait plaisir aussi de voir quels sont les films adorés par tous que vous trouvez surestimés. Merci d'avoir suivi ça, j'espère que ça vous aura plu malgré le fait que j'ai critiqué pas mal de films adorés par tout le monde. A bientôt pour de futures vidéos. Bye.